Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci, merci de prendre place. Et bonsoir Gabriel Zuckman. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir ce soir dans cet amphithéâtre, de vous accueillir nombreuses et nombreux pour une conférence au cœur de l'actualité donnée donc par Gabriel Zuckman. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble du public et tout particulièrement aux étudiants, aux étudiantes. Je pense à ceux du CPES Sciences et Sociétés, à l'ENS de Lyon, au département d'économie, aux étudiants de l'EM Lyon avec qui cet événement est organisé et de tous les autres établissements du site. Alors on pourrait dire qu'on ne présente plus, on ne présente pas Gabriel Zuckman. C'est sans doute vrai, mais il me semble malgré tout important de dire quelques mots sur son parcours, tant la nature des débats qui ont accompagné les discussions autour de cette fameuse taxe et débats très médiatisés ont peut-être parfois éclipsé la profondeur et la cohérence des travaux de recherche qui la sous-tendent. Donc, quelques mots assez rapidement pour rappeler que Gabriel est un ancien élève de l'ENS Paris-Saclay. Vous avez soutenu votre thèse en 2013, une thèse en sciences économiques préparée à l'EHESS, à l'école d'économie de Paris, sous la direction de Thomas Piketty. Vous partez ensuite pour l'université de Berkeley, en Californie, où vous menez pendant près de 10 ans une carrière académique particulièrement remarquée, avant de revenir en France plus récemment comme professeur à l'ENSPSL, une autre école sœur, et en tant également que directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité au sein de l'école d'économie de Paris, la PSE. Entre-temps, vous publiez une trentaine d'articles dans les meilleures revues académiques, consacrés notamment à l'évasion fiscale, aux inégalités et à la fiscalité. Ces travaux vous valent la reconnaissance internationale que l'on sait, avec en particulier le prix du meilleur jeune économiste de France en 2018, donc qui est un prix décerné par le journal Le Monde et le Cercle des économistes. Puis en 2023, la médaille John Bates Clark, qui distingue le meilleur économiste de moins de 40 ans travaillant aux États-Unis. J'en passe, peut-être des meilleurs. Comment expliquer ce succès académique? En l'espace de 15 ans, vous avez profondément renouvelé l'analyse de l'évasion fiscale et des inégalités. Alors, est-ce qu'il y a une recette? Bon, en recherche, il y a rarement de recette, mais il y a peut-être des approches, des pattes, des styles. Et c'est de ça que je vais tenter de parler dans les quelques secondes qui viennent. On pourrait mettre en avant peut-être une vision renouvelée et globale des questions de recherche, l'utilisation de données inédites d'une richesse exceptionnelle et le développement de méthodes rigoureuses et innovantes. Cette démarche a permis de mettre au jour des faits essentiels, à la fois pour quantifier l'ampleur réelle de l'évasion fiscale et pour mieux mesurer la montée des inégalités de revenus et de patrimoine. N'oublions pas de bien distinguer ces deux notions. Avec Annette Alstadsater et Niels Johansen, vous avez mis en lumière que l'évasion fiscale n'est ni marginale ni diffuse, mais qu'elle constitue au contraire un phénomène massif et structurel, fortement concentré au sommet de la distribution des revenus et des patrimoines. Avec Thomas Piketty et Emmanuel Seize, vous avez également contribué à une refondation empirique de la mesure des inégalités et étudié leurs évolutions dans de nombreux pays et sur le temps long, l'importance du temps long. Ces travaux fournissent aujourd'hui des bases factuelles solides pour éclairer les débats publics et les choix de politique fiscale et sociale. Avant de vous laisser la parole, je souhaiterais dire un mot plus général sur le rôle de la recherche dans le débat public et sur l'importance de la rationalité scientifique pour nourrir la conviction politique. Vous évoquez souvent une expérience fondatrice vécue dans votre petite vingtaine lorsque vous effectuiez un stage chez Exane, filiale de BNP Paribas. La faillite de Lehman Brothers, mi-septembre 2008, vous confronte alors à la sidération des milieux financiers et vous fait prendre conscience de l'importance du temps long, de nouveau, et de l'analyse des données pour comprendre des phénomènes économiques complexes. Vous vous décrivez d'ailleurs comme un détective quantitatif.
explorant les données comme un continent à défricher, même lorsque la statistique publique laisse subsister des zones d'ombre, notamment sur ce qui relève des plus hauts patrimoines. À une époque où la recherche est mise en cause, y compris dans nos pays démocratiques, y compris dans les plus grands d'entre eux, je reprends volontiers à mon compte une formule du sociologue Gérald Bronner qui parle volontiers de déchéance de rationalité. Voilà ce qui nous menace. Il est essentiel, y compris sur les questions les plus sensibles, d'en revenir aux faits et aux analyses comme préalable à tout débat. En tant qu'école normale supérieure et en tant que telle grande école de recherche d'utilité publique, nous avons un rôle particulier à jouer, je crois, pour développer l'esprit critique, le débat argumenté et la confrontation des points de vue. Vous inviter ce soir, vous écouter et dialoguer avec vous participe pleinement du lien que nous cherchons à construire entre la recherche et la société. J'adresse un grand merci à Jonathan Goupil-Lebré d'avoir rendu cette soirée possible pour sa déclinaison ENS de Lyon, tout du moins. Jonathan est chargé de recherche au CNRS et membre du CERGIC, le laboratoire d'économie de notre école. Il va modérer cette rencontre aux côtés d'Arthur Auger pour le forum EM Lyon. Puisse cette soirée amener de la rationalité et de l'intelligence au-delà des opinions et des polémiques. Très bonne conférence et bons échanges. Merci à vous. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un grand merci pour votre invitation, un grand merci pour votre présence ce soir. Je suis vraiment ravi de pouvoir avoir cet échange avec vous, parler justice fiscale et démocratie, et d'une question qui est une question, sans doute, un des éléments d'information les plus importants dans nos sociétés démocratiques contemporaines, une question d'apparence très simple, mais en réalité à laquelle il est assez difficile de répondre précisément, rigoureusement, qui est la question: qui paye quoi en impôts? Sur ce sujet, il y a une certaine zone d'ombre, un point aveugle de la statistique publique, en ce qui concerne en particulier les très très grandes fortunes, les ultra riches. Il n'y a pas de données officielles au sujet de leur richesse, des revenus qu'ils perçoivent et des impôts dont ils s'acquittent. Et c'est cette opacité qui a commencé à se dissiper au cours des quelques dernières années. C'est très récent, ça fait 5 6 ans à peine, grâce à un travail de recherche collectif, international, auquel j'ai contribué et dont, avec beaucoup d'autres, c'est une communauté d'une trentaine de chercheurs qui s'est attaquée à cette question, et dont j'aimerais vous rendre compte ce soir. J'aimerais vous expliquer ces travaux, ce qu'ils ont découvert et les conclusions qui en ont été tirées. Pourquoi est-ce que c'est important avant d'y arriver? C'est important parce que on vit dans des sociétés où la puissance publique prélève dans les pays riches entre 30 et 50 du revenu national en impôts, en prélèvements obligatoires. D'accord? En France, c'est à peu près 50. C'est-à-dire qu'en moyenne, sur chaque euro qui est perçu par le français moyen, quelle que soit la façon dont cet euro est touché, ça peut être des salaires, ça peut être des loyers, ça peut être des bénéfices d'entreprise, etc. Et il y a la moitié, 50 centimes, qui vont aller aux impôts, qui vont être socialisés et qui ensuite, évidemment, vont être dépensés par la puissance publique, que ce soit en transfert monétaire, que ce soit en dépenses d'éducation, en dépenses de santé, en investissement, etc., etc. Et donc, savoir qui contribue à quelle hauteur, c'est une question absolument fondamentale pour éclairer le fonctionnement de la société et, bien sûr, le débat public, le débat économique. Donc, c'est un sujet absolument majeur. Et si on essaie de regarder l'état des connaissances, que je vais commencer à résumer, c'est ce graphique qui, qui dit à peu près tout et sur lequel on va s'attarder un petit peu pour bien comprendre tout ça. Donc sur ce graphique très simple, vous avez, sur l'axe des abscisses, vous avez les différentes catégories de revenus. Les différentes catégories de revenus, par exemple P010, ça représente les 10% des individus avec les revenus les plus faibles. P10-20, c'est les 10% suivants, le deuxième décile.
et cetera, et cetera. Et puis, à mesure qu'on monte dans la distribution des revenus, il y a un zoom jusqu'aux milliardaires, c'est-à-dire les personnes qui, bon, ont un patrimoine de plus de 1 milliard d'euros ou de dollars, on va dire que c'est à peu près la même chose, et qui sont aussi les personnes qui sont en haut de la distribution des revenus. Les milliardaires qui sont en haut de la distribution des patrimoines sont aussi au sommet de la distribution des revenus. Donc on va classer les gens comme ça par leur position dans la distribution des richesses. Ça, c'est l'axe des abscisses. Puis sur l'axe des ordonnées, vous avez leur taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire le montant d'impôt dont chacun de ces groupes de la population s'acquitte en pourcent de leurs revenus. Et quand je dis impôt, il faut prendre ça au sens large. C'est l'ensemble des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire l'argent que vous devez payer à la puissance publique, que ce soit de l'impôt sur le revenu, de la TVA, des impôts sur la consommation, de la taxe foncière, des cotisations sociales, de l'impôt sur les bénéfices des entreprises, etc., etc. On fait la somme de tout ça, puis on divise par le revenu total pour chacune des catégories sociales, chacun des groupes de la population. Alors quand on fait ce petit exercice, donc en 2019, avec mon collègue Emmanuel Saez aux États-Unis, on avait fait l'étude pour le cas américain, donc qui est la ligne noire, et on avait mis en lumière le fait que tout prélèvement obligatoire compris, le système fiscal américain est à peu près proportionnel aux revenus. C'est-à-dire que les différentes catégories sociales payent peu ou prou 25-30% de leurs revenus en impôts. Il n'est pas progressif, c'est-à-dire que ce n'est pas le cas que les plus riches auraient un taux de prélèvement obligatoire plus élevé. Il est légèrement régressif. Si vous regardez bien, le taux effectif de prélèvement pour les milliardaires, c'est 23%. C'est en fait le plus bas des différents groupes de la population aux États-Unis. Mais bon, grosso modo, c'est à peu près un impôt, le système de prélèvement obligatoire américain est à peu près proportionnel aux revenus. Ça, c'était la première étude qui essayait. Évidemment, il y a toute une tradition de recherche qui, depuis les années 40, ça a commencé avec des économistes qui pratiquaient aux États-Unis, qui s'appelaient Hélène Tarasov et Gerhard Kolm, qui ont essayé de répondre à cette question que j'ai mentionnée au début de mon propos, qui paye quoi en impôts. Mais cette étude de 2019, c'est la première fois qu'on essaie d'apporter des chiffres sur ce qui se passe tout au sommet de la distribution, pour les milliardaires et pour les ultra-riches. Et je vais expliquer pourquoi c'est très important dans nos économies contemporaines de s'intéresser en particulier à ce segment de la population. Mais évidemment, tout ça s'appuie sur une longue tradition de recherche. On est tous des nains juchés sur des épaules de géants. Et donc, nous, ce qu'on avait fait, notre contribution principale à la connaissance dans ce champ de recherche-là, c'était simplement d'apporter un peu de clarté sur ce qui se passe parmi les ultra riches. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il y a plein de gens aux États-Unis qui pensaient, bon, les riches payent plus d'impôts par rapport à leurs revenus que le reste de la population, il y a un impôt sur le revenu progressif, etc. Donc le fait que ce ne soit pas le cas, ça a provoqué un certain émoi. Et ça a encouragé des équipes de recherche dans différents pays à faire le même travail en France, aux Pays-Bas, en Italie. Maintenant, il y a des études qui sont en train d'être finalisées pour la Norvège, pour la Suède, pour le Brésil, et puis beaucoup d'autres personnes qui se lancent dans beaucoup d'autres pays, à essayer de répondre à la même question dans les différents pays. Et en particulier, en France, c'est la courbe bleue, c'est mes collègues de l'École d'économie de Paris, de l'Institut des politiques publiques, qui ont fait ce travail et qui ont essayé de répondre à la question suivante, quels impôts les milliardaires français payent-ils exactement? Et si on combine leurs recherches avec la statistique publique de l'INSEE, on obtient la courbe bleue. Alors, il se trouve qu'il y a eu je vais expliquer ça, et il faut que tout le monde comprenne très bien ce que signifient ces chiffres et d'abord d'où ils viennent. Il se trouve qu'il y a eu un grand progrès d'abord dans la statistique publique en France en 2019 avec la publication pour la première fois de ce qui s'appelle une comptabilité nationale distribuée par l'INSEE. Donc pour ceux d'entre vous qui ont étudié l'économie, vous connaissez, vous qui étudiez l'économie, vous connaissez la comptabilité nationale. La comptabilité nationale, c'est des statistiques de PIB, de revenu national, macroéconomique, agrégé, c'est-à-dire pour l'ensemble de la population. La comptabilité nationale distribuée, c'est ventiler ces agrégats macroéconomiques par groupe de revenus, en particulier les prélèvements obligatoires, les revenus. Et donc, avec cette comptabilité nationale distribuée, on peut calculer le taux de prélèvement obligatoire non seulement pour le français moyen, qui est 50%,
mais pour les différentes catégories de revenus. Donc là, c'est la courbe bleue. Donc par exemple, pour les 50% des Français avec les revenus les plus faibles, on peut appeler les classes populaires, pour, euh, pour cette catégorie-là, le taux de prélèvement obligatoire va être de l'ordre de 40-45% du revenu. Pour les classes moyennes, les 40% suivants, c'est-à-dire entre la médiane et les 10% les plus riches, le taux de prélèvement obligatoire augmente très légèrement, il approche à peu près 50% du revenu. D'accord. Pour les 10% les plus riches, il augmente, à l'exception des ultra riches, il augmente encore un petit peu, à peu près 53% du revenu. Mais la statistique publique, voilà, je ne sais pas si je vais réussir à le montrer, la statistique publique, en gros, elle s'arrête là. Elle ne nous dit rien de ce qui se passe parmi les ultra riches. Et ce qu'ont fait mes collègues de l'Institut des politiques publiques, bah, c'est ça, c'est nous dire qu'est-ce qui se passe parmi les ultra riches. Et donc là, quelque chose d'assez frappant, puisque le taux de prélèvement obligatoire s'effondre pour les milliardaires à 25%. Ce que ça veut dire très concrètement, c'est en moyenne pour 1 € perçu par les classes populaires, les classes moyennes, les classes aisées à l'exception des ultra riches, il y a 50 centimes qui vont euh, au, au fisc, à la puissance publique. Et pour les milliardaires, sur 1 € perçu en moyenne, bah, il y a à peu près 25 centimes, à peu près 2 fois moins, qui sont payés en impôts. Et vous voyez que c'est à peu près la même chose, avec des variations sur lesquelles on va revenir, aux Pays-Bas, en Italie, des courbes très similaires en Suède, en Norvège, etc. etc. C'est-à-dire que partout, dans tous les pays pour lesquels on a des données à l'heure actuelle, les milliardaires ont les taux d'imposition les plus faibles, et souvent de loin, de toutes les catégories sociales. Alors ça a été un petit choc, hein, pour la communauté de chercheurs qui travaillent sur ces questions. Comment est-ce que c'est possible? C'est possible parce que c'est en raison d'un problème très spécifique, qui est que l'impôt sur le revenu échoue à bien taxer les très très riches. L'impôt sur le revenu, c'est une grande révolution démocratique, républicaine, du début du XXe siècle, de la fin du XIXe siècle, à peu près au même moment, en France, l'impôt sur le revenu est créé en 1914, aux États-Unis en 1913, en Allemagne à la fin du XIXe siècle, au Royaume-Uni, etc., etc. Tous ces pays créent un impôt progressif sur le revenu. L'impôt progressif sur le revenu, normalement, c'est la pierre angulaire de la justice fiscale. C'est l'impôt progressif sur le revenu qui, normalement, vient au moins à vocation à contrebalancer la régressivité des autres prélèvements obligatoires, et en particulier des taxes sur la consommation, de la TVA, qui sont toujours régressifs parce que les catégories sociales plus modestes, les classes populaires, les classes moyennes, consomment une plus grande partie de leurs revenus que les plus riches, qui eux peuvent épargner une grande partie de leurs revenus, donc n'ont pas à payer la TVA sur cette partie de leurs revenus qu'ils épargnent. D'accord. Donc les taxes sur la consommation sont toujours régressives, assez injustes, et le principe, l'idée de base de l'impôt progressif sur le revenu, c'était bon, bah, il faut au moins effacer cette injustice en ayant un impôt qui va taxer plus lourdement les plus hauts revenus que le reste de la population. Et ce qu'on voit sur ce graphique, c'est dans une certaine mesure, l'impôt sur le revenu remplit cet objectif. C'est-à-dire, quand vous montez dans l'échelle des revenus, jusqu'à un certain point, le taux effectif d'impôt sur le revenu augmente, mais seulement jusqu'à un certain point. Et il y a un niveau, que ce soit à peu près le seuil des 1% les plus riches aux Pays-Bas, ou alors il faut monter encore plus haut aux États-Unis, plus haut dans la distribution, ou en France. Au-delà de ce niveau, l'impôt sur le revenu devient franchement régressif et s'effondre à un niveau très très bas, hein. Dans le cas des Pays-Bas, à peu près 0% pour les milliardaires. Dans le cas français, à peu près 2% de leurs revenus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, sur le graphique précédent, on avait vu que tout prélèvement obligatoire compris, les milliardaires français paient à peu près 25% de leurs revenus en impôts. Maintenant, si vous regardez juste l'impôt sur le revenu, c'est 2% de leurs revenus. La différence entre 25 et 2, bah, c'est tous les autres prélèvements obligatoires dont s'acquittent les milliardaires. Pour l'essentiel, c'est en fait exclusivement, ça correspond, cette différence, c'est 23 points, ça correspond à l'impôt sur les entreprises, les bénéfices des entreprises dont ces personnes s'acquittent indirectement via les sociétés qu'ils possèdent. D'accord. Si vous allouez l'impôt sur les sociétés aux actionnaires des entreprises correspondantes, eh ben, ça représente un taux de prélèvement obligatoire pour les milliardaires qui est 23% à peu près de leurs revenus.
Mais si vous regardez maintenant ce que les milliardaires payent personnellement en impôts, impôt sur le revenu ou ISF quand il existait, impôt sur la fortune immobilière aujourd'hui, et cetera, tout ça, ça représente à peu près 2 seulement du revenu des milliardaires. D'accord? D'où le taux de prélèvement obligatoire total pour les milliardaires de 25. Donc, ce que ce travail de recherche a établi, c'est que plus d'un siècle après sa création, l'impôt sur le revenu demeure une révolution inachevée, au sens où les très grandes fortunes n'y sont toujours pas entrées, ne sont toujours pas entrées dans ce grand progrès qui a été l'impôt sur le revenu. Elles peuvent accumuler des grandes fortunes sans avoir à verser de montants significatifs d'impôt sur le revenu. Comment est-ce que c'est possible? C'est possible parce que fondamentalement, quand vous avez une très grande fortune, c'est assez simple de structurer votre patrimoine de façon à ce que ce patrimoine génère peu ou pas de revenus. Il y avait eu il y a quelques années par exemple euh, des révélations du média américain qui s'appelle ProPublica sur les impôts payés par les milliardaires américains. Et on voyait certaines années des gens comme Elon Musk, comme Jeff Bezos, qui déclaraient très peu de revenus, payaient très peu d'impôts sur le revenu. Il y avait même une année, Jeff Bezos avait déclaré aucun revenu taxable. Et il avait dit, oh, regardez, regardez, je suis tellement pauvre que je vais demander les allocations familiales. Et il avait reçu les allocations familiales. Et il n'y a rien d'illégal là-dedans. C'est pas de l'évasion fiscale, c'est pas de la fraude, c'est la façon dont le système fonctionne. Si vous vous débrouillez pour ne pas avoir de revenus imposables, eh bien la loi dit bah, vous n'avez pas payé d'impôt sur le revenu. Donc lui, en l'occurrence, en tant que PDG d'Amazon, il ne se versait pas de salaire. En tant qu'actionnaire qui contrôlait Amazon, bah, il ordonnait à Amazon de ne pas distribuer de dividendes. Il ne vendait pas d'actions, donc il ne réalisait pas de plus-value. Donc son revenu fiscal déclaré, taxable, était véritablement très faible. Ce que les études récentes ont démontré, c'est que le problème va bien au-delà de quelques cas particuliers. C'est un problème systématique et c'est un problème qui est même plus prononcé. Et ça a été une vraie surprise, honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout, qui est plus systématique et prononcé dans les pays européens, comme la France, qu'aux États-Unis. Non pas que les milliardaires américains payent beaucoup d'impôts, mais il s'avère que les milliardaires français en payent encore moins. Comment est-ce que ça se fait? Bah, c'est parce que en France et en Europe, la façon principale dont nos grandes fortunes échappent à l'impôt sur le revenu, c'est en utilisant une technique qui est peu connue du grand public, qui s'appelle l'utilisation de sociétés holding. Ces sociétés holding qui font écran à l'impôt. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Bah, quand vous êtes extrêmement riche, l'essentiel de vos revenus, la totalité quasiment, c'est des dividendes d'entreprises que vous possédez qui vous sont versés. Ou plus généralement, c'est votre part des bénéfices des entreprises dont vous êtes actionnaire. Le principe d'une société holding dans ce contexte d'optimisation fiscale, c'est simplement de venir mettre un écran entre ces dividendes et les personnes physiques qui les touchent véritablement. C'est-à-dire que sur le papier, les dividendes vont être versés non pas à une personne physique et à ce titre fiscalisée, mais les dividendes vont être versés à une société holding. Et en France, comme en Europe, quand les dividendes sont versés à des sociétés holding, ils échappent ou quasiment intégralement à toute forme d'imposition. Cette technique-là, très intéressant, n'existe pas aux États-Unis. Et une grande partie des débats qu'on a eus et qu'on va continuer à avoir dans les mois qui viennent, mais qu'on a eu depuis presque un an maintenant, les Américains les ont eus dans les années 30, quand le New York Times, en 1933, a révélé que une des plus grandes fortunes de l'époque, JP Morgan, grand financier, n'avait pas payé d'impôt sur le revenu en 1931 et en 1932. Et là, ça avait provoqué un scandale. Audition parlementaire, enquête du Trésor américain. Et ce qui avait émergé de tout ça, c'est qu'il n'avait pas payé d'impôt sur le revenu parce qu'il avait utilisé des sociétés holding pour faire écran à l'impôt. Exactement comme le font nos milliardaires français, européens aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, c'était les années 30, c'était le New Deal, c'était Roosevelt.
le gouvernement américain de l'époque avait dit: «Bon, ça, c'est inacceptable. C'est pas comme ça que l'impôt sur le revenu devrait fonctionner». Et donc il a fait passer une série de lois, en particulier une loi très importante de 1937, qui vient lourdement pénaliser l'utilisation de sociétés holding. Et la conséquence de ça, c'est que les grandes fortunes américaines, aujourd'hui, elles n'ont pas recours aux sociétés holding. Ça ne veut pas dire qu'elles payent beaucoup d'impôts, on le voit sur le graphique, hein, il y a quand même un gros problème, mais c'est la raison principale, en tout cas une des raisons principales pour laquelle les milliardaires américains, finalement, contribuent un petit peu plus. Leur taux effectif d'impôt sur le revenu, comme on le voit sur le graphique, en pourcent de leurs revenus, c'est à peu près 9%, là où pour les milliardaires français et européens, on est plutôt entre 0 et 2%. D'accord? Donc, raison principale pour laquelle l'impôt sur le revenu reste une révolution inachevée, c'est, de façon générale, qu'il y a plusieurs techniques. En France, c'est beaucoup l'utilisation des sociétés holding, mais comme je l'expliquais dans le cas de Jeff Bezos, ça peut aller au-delà de ça. Tout un tas de techniques possibles quand on est extrêmement riche pour structurer sa richesse de façon à ce qu'elle ne génère pas ou peu de revenus taxables. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est un problème qui est un problème fondamental. Un problème économique et un problème démocratique fondamental. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une violation du principe essentiel, qui en France est un principe constitutionnel, d'égalité devant l'impôt. En matière d'impôt, la Constitution de la Ve République ne dit qu'une seule chose, c'est de reprendre dans son préambule la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui, dans son article 13, pose le principe d'égalité devant l'impôt. Principe dont l'interprétation minimaliste qui puisse être faite, et qui a été faite par le Conseil constitutionnel lui-même, est que l'impôt ne devrait pas pouvoir être régressif, c'est-à-dire que les personnes les plus fortunées ne devraient pas pouvoir payer moins d'impôts proportionnellement à leur capacité, par exemple par rapport à leurs revenus, que le reste de la population. Or, c'est la situation actuelle. C'est précisément ce que les études récentes, et l'étude de mes collègues de l'Institut des politiques publiques, très récente, elle a été publiée en 2023, donc on l'a découvert récemment. On a découvert récemment que nos lois fiscales viennent bafouer ce principe fondamental d'égalité devant l'impôt, qui plus généralement est un principe d'égalité devant la loi. Donc ça, c'est un problème démocratique extrêmement important. C'est aussi un problème, on va y revenir, parce que ça se traduit par un manque à gagner pour la puissance publique. Les impôts qui ne sont pas payés par les très très riches, bon, bah, le reste de la population, d'une façon ou d'une autre, doit les acquitter, soit sous forme de prélèvements obligatoires, soit sous forme de moindres dépenses publiques en matière d'éducation, de santé, etc., soit sous forme de déficit public plus élevé, ça peut se finir en inflation, ça peut se finir en augmentation de taxes dans le futur, etc., etc. Et puis surtout, surtout parce que, troisième raison pour laquelle c'est un gros problème, surtout parce que cette anomalie, car il s'agit d'une véritable anomalie fiscale, d'une anomalie économique, d'une anomalie démocratique, cette anomalie, elle vient entretenir une spirale inégalitaire. Elle vient entretenir plus précisément ce qu'on pourrait appeler un effet boule de neige. C'est quoi l'effet boule de neige? C'est bah, euh, pour vous et moi, avant qu'on puisse épargner quoi que ce soit, pour quasiment tous les Français, avant qu'ils puissent épargner quoi que ce soit, c'est-à-dire accumuler un peu de patrimoine, ils doivent d'abord payer des impôts. D'accord? On touche des revenus, on paye des impôts, on consomme, et puis avec ce qui reste, on peut épargner. Bon, pour les milliardaires, en revanche, il n'y a quasiment pas d'impôts personnels à payer. Ils consomment par ailleurs extrêmement peu, parce que quand vous touchez des centaines de millions d'euros, des milliards d'euros de revenus, bah, c'est difficile d'essayer de consommer 500 millions par an, c'est un petit peu compliqué. Et donc, ils épargnent l'essentiel de leurs revenus, mais en plus de ça, cette épargne n'est pas fiscalisée. Et donc, peuvent ajouter à leur fortune 100% ou presque du revenu qu'ils touchent chaque année. À peu près 100% ou presque de ce qu'ils touchent chaque année en revenu peut venir s'ajouter à leur patrimoine. Ça fait un effet boule de neige comme ça, qui a été au cœur de l'augmentation de la concentration des patrimoines, en particulier de l'augmentation de l'extrême richesse sur laquelle je vais revenir. Et donc, cette anomalie fiscale a cette troisième conséquence
qu'elle vient alimenter la montée des inégalités de fortune. Voilà, donc ça c'est pour le constat d'ensemble. On peut se dire, constat pas très réjouissant, mais l'essentiel de mon propos, c'est avant tout d'expliquer que cette anomalie, elle a une solution simple, ciblée, heu, assez modeste en réalité, mais clairement comprise et qui permettrait de résoudre, le problème que j'ai décrit. C'est cette solution donc, pour raconter un petit peu le cheminement, le parcours intellectuel derrière tout ça, après avoir participé à ces travaux, pris connaissance, des études qui étaient réalisées dans différents pays, il se trouve qu'en 2023, le gouvernement brésilien m'a contacté et m'a dit: «Voilà, en 2024, le Brésil va avoir la présidence du G20». Ça change tous les ans et on aimerait mettre à l'ordre du jour du G20 des nouvelles idées. Il se trouve que le G20 a joué un rôle utile, alors sur tout un tas de sujets, ne sert pas à grand chose, mais sur certains sujets en matière de politique économique, a joué un rôle utile au cours des 15 dernières années. Par exemple, le G20 en 2013 avait été à l'initiative du mouvement qui a permis euh, la levée du secret bancaire, la création d'un échange automatique international de données bancaires, qui est devenu une réalité en 2018. Ça, c'est parti d'un accord au G20 en 2013. Plus récemment, c'est le G20 qui a été à l'initiative d'un accord sur une imposition minimale des entreprises multinationales. Accord qui a été entériné en 2021. Les 130 pays, à l'initiative du G20, se sont mis d'accord pour dire on va créer un taux plancher d'imposition de 15% sur les bénéfices des grandes entreprises multinationales. Et donc, en 2023, quand le Brésil me contacte, je me dis, bon, il y a ce problème qui a été établi par les études, il y a le précédent de l'impôt minimum sur les grandes entreprises multinationales, et donc, je leur dis, bon, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est faire la même chose pour les milliardaires que ce qui a été fait pour les entreprises multinationales. Créer un taux minimum d'imposition pour les très très grandes fortunes. Les problèmes sont les mêmes dans les deux cas, c'est des acteurs économiques qui ont le plus bénéficié de la mondialisation, mais qui échappent très largement à l'impôt. Dans le cas des multinationales, en délocalisant leurs bénéfices dans les territoires offshore, 1000 milliards d'euros de bénéfices qui sont délocalisés chaque année, qui sont réalisés en France, en Inde, aux États-Unis, mais qui sont enregistrés ensuite aux Bermudes, aux îles Caïmans, etc., et dans d'autres paradis fiscaux, souvent en Europe. Et pour les milliardaires, c'est le problème que j'ai expliqué. Et donc, je leur ai dit, allez, il faut mettre ça à l'ordre du jour, mettons ça à l'ordre du jour du G20. Et j'ai eu de la chance, le gouvernement brésilien, très allant, a dit, super idée, on y va, essayons de faire avancer ce sujet. Il m'a commandité un rapport, qui est le rapport qui est affiché ici sur l'écran, pour expliquer le problème et proposer donc cette solution, un impôt plancher sur la fortune des très très riches. Alors je voudrais que tout le monde comprenne le principe. Et je vais rentrer ensuite un petit peu dans les détails. Mais ce qui est très important dans tout ça, c'est qu'il s'agit de créer un nouveau principe. Un principe simplissime, mais néanmoins fondamental et qui n'existe pas aujourd'hui dans nos législations. C'est le principe que l'extrême richesse doit s'accompagner de contributions incompressibles annuelles à la solidarité nationale. Un impôt minimum incompressible. Donc il n'y a pas de droit, si vous êtes milliardaire, à payer zéro. Il faut qu'il y ait un minimum. C'est un principe, on pourrait dire, bon, c'est difficile d'être contre. Voilà. Qui est pour le droit des milliardaires à payer zéro? Très peu de gens. Tout le monde se dit, oui, effectivement, quand on est milliardaire, il faudrait a priori qu'il y ait un minimum. Donc jusque-là, tout le monde est d'accord. Très bien. La question ensuite, c'est le minimum, comment est-ce qu'on le calcule? Si le minimum est exprimé en pourcent du revenu, ça ne fonctionne pas. Reprenez le cas de Jeff Bezos, déclare zéro revenu. Si on crée un impôt minimum en pourcent du revenu, d'ailleurs on l'a fait en France il y a un peu plus d'un an, ça ne rapporte rien, ça ne fonctionne pas. Tout le problème étant
que la notion même de revenu est difficile à appréhender pour les très grandes fortunes. Donc, il faut que le minimum soit exprimé en pourcent de quelque chose qui est difficile à manipuler. En l'occurrence, le patrimoine. Jeff Bezos peut toujours dire qu'il a zéro revenu, mais enfin, ça va être quand même très difficile de dire qu'il n'a pas de patrimoine. Voilà, il possède beaucoup d'actions Amazon et ça, on ne peut pas le dissimuler. D'où la proposition d'impôt plancher formulée dans ce rapport, qui est que pour les personnes extrêmement riches, définies comme les foyers fiscaux dont le patrimoine dépasse 100 millions de dollars, c'est ce qui était écrit dans le rapport de 2024, 100 millions de dollars. Pour ces foyers fiscaux-là, il va y avoir un minimum incompressible annuel, un impôt plancher égal à 2% de leur patrimoine. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui paierait déjà en impôt personnel l'équivalent de 2% ou plus de sa fortune chaque année ne serait pas concerné. Seules les personnes qui, premièrement, ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, ce n'est pas énormément de personnes, 1800 à peu près en France, et deuxièmement, échappent à l'impôt, au sens où elles paieraient moins de 2% de leur fortune en impôt aujourd'hui, seules ces personnes-là seraient concernées, et donc elles auraient à s'acquitter de la différence entre leur taux actuel et 2% pour atteindre le plancher de 2%. Donc, c'est quand même difficile de concevoir un dispositif plus ciblé. Enfin, vous aurez peut-être une idée, vous me direz, mais c'est à la fois les personnes qui sont les plus riches et celles parmi les très très riches qui sont sous-taxées, qui seraient concernées par ce dispositif. Voilà, ça c'est la proposition de base. Et puis dans le rapport, il y avait différentes variantes qui étaient discutées. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si l'impôt n'est que sur les milliardaires? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un taux, pas de 2%, mais de 1%, de 3%, etc., etc. Mais le principe fondamental, l'idée de base, c'est simplement créer ce nouveau principe qu'il doit y avoir un plancher incompressible. Plancher incompressible, ça veut dire aucune exonération. C'est-à-dire que la loi doit être écrite très différemment de la façon dont, par exemple, l'impôt sur la fortune fonctionnait, ou les impôts sur les grandes fortunes européennes, parce qu'il n'y a pas que la France qui avait un impôt sur la fortune, il y avait aussi l'Allemagne, il y a encore l'Espagne, il y avait le Danemark, la Suède, beaucoup de pays européens ont eu un impôt sur la fortune, mais ces impôts sur la fortune étaient très très différents de cette proposition. Ou pour le dire autrement, cette proposition, en quelque sorte, prend le contre-pied des impôts sur la fortune qui ont existé historiquement en Europe. Pourquoi? Parce que ces impôts sur la fortune, comme l'ISF, euh, ils ne touchaient pas les très très grandes fortunes. Ils ne touchaient pas les milliardaires. Les milliardaires ne le payaient pas. Le taux effectif d'ISF pour les milliardaires français, en 2016, d'après l'étude de l'Institut des politiques publiques que j'ai montré, donc à la veille de l'abolition de l'ISF, c'était 0,005%. C'est quand même difficile de faire moins. Les milliardaires ne payaient pas et n'ont jamais payé l'ISF. Et c'était la même chose dans les autres pays qui avaient un ISF. Et la raison pour laquelle ils ne le payaient pas, ce n'était pas en raison de fraude, c'est parce que la loi était écrite pour les en exonérer. La loi était écrite, dans le cas français par exemple, il y avait plusieurs échappatoires, mais l'échappatoire principal était celle qu'on appelle l'exonération des biens professionnels, sémantique très trompeuse, et qui signifiait la chose suivante, c'était écrit comme ça dans la loi: si vous possédiez beaucoup d'actions dans une entreprise, en l'occurrence plus de 25% des actions d'une entreprise, alors ces actions étaient exonérées d'ISF. C'est-à-dire si vous êtes suffisamment gros, eh bien, vous êtes exonéré d'impôts. C'était écrit comme ça. Et bon, donc on avait à l'époque inventé ce vocable de biens professionnels pour faire passer cette exonération. Mais c'est comme ça que la loi était écrite. Et c'était la même chose dans les autres pays européens. Et là l'idée, c'est de faire l'inverse. C'est de dire, bon, l'ISF commençait à 1 million d'euros, mais ne touchait pas les milliardaires. Là, ce dispositif commence très très haut, 100 millions d'euros ou 1 milliard d'euros. Mais en échange, aucune échappatoire possible. Donc la loi serait écrite de façon suivante: si vous avez plus de 100 millions d'euros, vous devez payer au moins 2% par an, point final. Il n'y a pas échappatoire petit a, petit b, petit c, petit d, comme il y avait à l'époque de l'ISF. C'est juste ce principe simplissime
que j'essaie de développer dans ce rapport. Bon, il se trouve qu'ensuite, ça a été repris, cette idée a été introduite à l'Assemblée nationale en février 2025, dans une proposition de loi qui a été adoptée en février 2025, pour qu'il y ait un impôt minimum de 2 sur les personnes qui ont plus de 100 millions d'euros, c'est-à-dire exactement la proposition du rapport au G20. Et ce qu'il faut bien comprendre, j'insiste sur la genèse de cette proposition, parce que c'est ça qui permet de comprendre son caractère, heu, très minimaliste et très modeste. C'est pas une proposition qui a été pensée d'abord pour le débat public français. C'est pas une proposition qui a été pensée pour faire la révolution fiscale, le grand soir fiscal, pas du tout. C'était à la base, essayons de mettre sur la table au G20 quelque chose qui soit viable dans un forum comme le G20, dont les différents ministères des Finances puissent s'emparer et qui puisse, à moyen terme, déboucher sur un accord international. Par exemple, pour les sociétés multinationales, ça avait pris 6 ans entre le début des discussions au G20 en 2015 et l'accord de 2021. Et ce taux plancher de 15% pour les multinationales, il entre tout juste à peine. Il est entré en vigueur. Il entre tout juste, en vigueur. Il est entré en application en 2024. Donc voilà, c'était ça l'idée. Et donc le taux de 2% en particulier, il n'a pas été choisi au hasard. D'où vient le taux de 2%? Eh bien, il vient juste de ce graphique. Le taux de 2%, a été calculé de façon à s'assurer que tout prélèvement obligatoire compris, donc on part des études que j'ai résumées, et il s'agit de poser la question suivante: quel est le taux plancher en pourcent du patrimoine qui permettrait de s'assurer que les milliardaires ne payent pas moins de prélèvements obligatoires relativement à leurs revenus que les autres catégories sociales? Voilà, c'est de là, et il se trouve que la réponse, en tout cas pour les pays pour lesquels on a des études, et c'est vrai pour le cas de la France en particulier, la réponse c'est 2%. Donc il faut que tout le monde comprenne la logique. Il y a bien sûr tout un débat à avoir sur le juste niveau de progressivité de l'impôt. C'est-à-dire à quel point les plus riches devraient payer plus que le reste de la population. Et il est parfaitement légitime, normal, qu'on ait tous des avis différents sur la question. D'accord? Donc des gens plus à gauche vont vouloir des niveaux de progressivité plus élevés, des gens plus à droite vont vouloir peut-être moins de progressivité. C'est normal. Et puis c'est normal que ça change, puis c'est facile d'aller trop haut, trop bas. C'est un sujet compliqué et c'est un sujet de désaccord et de débat public parfaitement normal, légitime. En revanche, le fait que le système fiscal puisse être régressif, le fait que les milliardaires puissent payer moins que le reste de la population, ça, personne ne peut l'accepter. Personne d'ailleurs ne l'accepte. Et donc la proposition consistait à dire, bon bah, mettons sur la table une idée consensuelle, sur laquelle on pourrait tous, à terme, assez vite, se mettre d'accord. Et donc c'est ce principe-là, ce principe qu'il ne peut pas y avoir de régressivité. Et donc c'est le taux de 2%. D'accord? C'est comme ça qu'il a été calculé. C'est quelque chose que, en gros, aller en deçà, pour résumer ce propos, aller en deçà de 2%, c'est indéfendable. C'est très, très, très difficile à défendre. Ça voudrait dire aller en deçà de 2%, ça veut dire accepter le droit que les milliardaires ont le droit de payer moins que les autres. C'est accepter le droit que la loi doit être plus souple, doit être plus généreuse pour les plus puissants, les plus fortunés, et plus dure pour le reste de la population. Et c'est tellement en contradiction avec nos principes fondamentaux d'égalité devant la loi, principe au cœur de l'état de droit, que c'est quand même difficile de soutenir moins de 2%. Bon, mais bien sûr, il y a plein de bonnes raisons de vouloir aller au-delà de 2%. Mais justement, dans le cadre de ce rapport au G20, je voulais évacuer toute cette discussion et juste dire, voilà, on devrait tous pouvoir se mettre d'accord sur 2%. Et donc, il s'agit, dans le fond, de simplement réaffirmer le principe d'égalité devant l'impôt. Alors, bon, donc, je pense que je vous ai convaincu que c'est une proposition vraiment très, très modeste, par construction, compte tenu de son histoire, de son origine. Mais il se trouve que, heu, quoique modeste, le potentiel de recettes fiscales est assez élevé. Et pourquoi est-ce qu'il est élevé? Bah, c'est simplement parce que les fortunes en question ont explosé. Donc ça, c'est l'aspect, si vous voulez, positif de l'explosion des inégalités de fortune.
c'est que, bah, du coup, il y a beaucoup d'argent à récupérer. Il y a une assiette fiscale, pour le dire dans des termes plus techniques, une assiette fiscale très dynamique. Donc ça, c'est ce que ce graphique illustre. Si vous regardez le classement Forbes qui recense les milliardaires mondiaux, les 30 fortunes mondiales depuis 1987, si vous regardez les 0,0001% les plus riches, ce qui est à peu près la population des milliardaires aujourd'hui, et vous calculez leur patrimoine à ce groupe des 0,001% les plus riches, et vous exprimez ce patrimoine en pourcent du PIB mondial, ce que vous allez voir, c'est qu'en 1987, bah, en gros, les milliardaires, pour faire simple, possédaient en patrimoine l'équivalent de 3% du PIB mondial, et aujourd'hui, ils possèdent l'équivalent de 14% du PIB mondial. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est 3%, c'est-à-dire si les milliardaires dépensaient tout leur argent, eh bien, ils pourraient acheter l'équivalent de 3% de tout ce qui est produit une année donnée dans le monde. Tous les biens et les services produits une année donnée dans le monde. Et aujourd'hui, s'ils dépensaient tout leur argent, ils pourraient acheter l'équivalent de 14% de tous les biens et les services produits une année donnée dans le monde. Voilà, on parle de 2900 foyers fiscaux à peu près, en tout cas en 2024. Donc il y a eu cette explosion de l'extrême richesse qui a été un élément fondamental d'évolution de nos sociétés contemporaines, avec une accélération, comme vous le voyez sur le graphique, une accélération depuis 2010, qu'on retrouve dans tous les pays, qu'on retrouve en France, je vais revenir sur le cas de la France, qu'on retrouve aux États-Unis, je vais revenir sur le cas des États-Unis, mais vous voyez qu'après la crise financière 2008-2009, bon, il y a une chute au moment de la crise financière, mais après, il y a cette tendance à la hausse, cette explosion. Et donc, cette explosion de l'extrême richesse, c'est vraiment un des phénomènes les plus importants de l'évolution de l'économie mondiale, de l'économie européenne et de l'économie française depuis 15 ans. Je vais vous donner juste un autre chiffre. Si on regarde le cas de la France, si vous regardez le magazine Challenge, chaque année à l'été, il a un numéro sur les 500 plus grandes fortunes françaises. Donc, ils ont une petite équipe de journalistes qui essayent d'estimer, sur la base des informations disponibles dans le domaine public, la fortune de ces 500 plus grandes fortunes. Okay. En 1996, première année de ce classement de Challenge, les 500 plus grandes fortunes possédaient en patrimoine l'équivalent de 6% du PIB. En 2012, elles possédaient l'équivalent de 12% du PIB. Ça va être doublé à peu près entre 1996 et 2012. Mais en 2024, elles possédaient l'équivalent de 42% du PIB français. D'accord? Donc sur 2012-2024, on est passé de 12% à 42%. 42%, que tout le monde comprenne bien le sens de ces statistiques. 42%, ça veut dire premièrement, si ces 500 plus grandes fortunes dépensaient tout leur argent, bah, elles pourraient acheter presque la moitié de la valeur de tous les biens et les services produits une année donnée en France. Et deuxièmement, vous pouvez voir tout de suite les implications en termes de recettes fiscales. Si on avait un impôt de 2% sur ces fortunes, quand elles pèsent 6% du PIB, ça rapporte 2% fois 6%, c'est-à-dire à peu près 0,1% du PIB, 0,1 point de PIB de recettes fiscales supplémentaires. Bon, on est dans l'épaisseur du trait. On se dit, bon, voilà, c'est pas très important pour l'équilibre des finances publiques. Maintenant, quand même, c'est 42% du PIB. Vous faites le calcul, 2% fois 42%, ça rapporte 0,8 points de PIB. Ah, 0,8 points de PIB, là, on commence à parler de masse monétaire tout à fait significative. La façon la plus simple de s'en rendre compte, c'est de regarder l'équation budgétaire actuelle de la France. La France, en 2026, pour la 4e année consécutive, va avoir un déficit public de plus de 5% du PIB, 5% ou plus. Encore 5% en 2026 et 2025, 24, 23, on était à plus de 5%. Ça ne s'est jamais vu, 4 années de déficit public de plus de 5 points de PIB, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire française, hors période de crise économique, de pandémie ou de guerre. Donc c'est une situation inédite. Deuxièmement, en conséquence de ces déficits et des déficits passés, la dette publique de la France, en 2026, va atteindre 118% du PIB. Niveau qu'on n'a pas connu depuis la Deuxième Guerre mondiale, et avant ça depuis la Première Guerre mondiale, et avant ça depuis la Révolution française. Donc il y a un petit sujet de finances publiques. Clairement. Les économistes s'accordent à dire que si on veut ne serait-ce que stabiliser le ratio de dette sur PIB à moyen terme,
il faut réduire nos déficits publics annuels de l'ordre de 2 à 3 points de PIB. C'est l'effort à faire, que ce soit hausse d'impôts, baisse de dépenses, on peut débattre, mais il faut trouver 2 à 3 points de PIB. Là, vous voyez, avec une taxe à 2% sur, pour simplifier, les 500 fortunes qui possèdent 42% du PIB, on peut trouver 0,8 points de PIB. Donc personne ne prétend que ça va résoudre nos problèmes de finances publiques. Ce n'est pas le cas. Mais tout le monde comprend que ça a un grand rôle à jouer, parce que c'est à peu près un tiers, ces 0,8 points de PIB, c'est à peu près un tiers de l'effort nécessaire si on veut stabiliser notre ratio de dette sur PIB. Donc voilà pour la situation française. Je vais parler un tout petit peu, et, et je vais m'arrêter là pour laisser le temps aux questions. Euh, je vais parler un tout petit peu du troisième enjeu fondamental derrière tout ça. Donc j'ai beaucoup parlé de la question de l'égalité devant la loi, de l'égalité devant l'impôt. J'ai beaucoup parlé des aspects de finances publiques, des masses en jeu, de l'importance de la taxation de l'impôt plancher pour résoudre nos problèmes de finances publiques. Mais j'aimerais conclure sur ce troisième point, qui est l'importance de tout cela pour la démocratie. Et je vais l'illustrer avec ce graphique un petit peu perturbant qui euh, montre l'évolution de l'extrême richesse aux États-Unis sur très long terme, depuis 1850. Donc là, si on regarde, euh, si on essaie de quantifier le poids de l'extrême richesse, défini comme les 0,00001% les plus riches dans l'économie, c'est un tout petit groupe de la population, ce que vous pourriez appeler les oligarques, si vous voulez, en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est 19 foyers fiscaux avec la richesse la plus importante. En 1910, c'était ce que les Américains appelaient les robber barons, les barons voleurs. C'était les grands monopolistes du début du XXe siècle, Carnegie, Rockefeller, etc. etc. Il y a toute une littérature aux États-Unis sur cette période d'augmentation des inégalités, de l'extrême richesse à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, qu'ils appellent le Gilded Age. Un espèce d'anti-modèle, perçu comme un anti-modèle avec un poids très lourd des monopoles, une influence politique considérable de leurs propriétaires, etc., etc. Alors il se trouve que si on fait le calcul, si on essaie de comparer le Gilded Age du début du XXe siècle à la situation actuelle, si on regarde le montant de la fortune de ces ultra riches et qu'on la divise par le revenu national des États-Unis, ben on voit que début du XXe siècle, pendant le Gilded Age, les ultra riches possédaient en patrimoine l'équivalent de 4% du revenu national américain. Donc encore une fois, c'est-à-dire s'ils dépensaient tout leur argent, ils auraient pu acheter à peu près 4% tout ce qui était produit une année donnée aux États-Unis. Comme vous le voyez, aujourd'hui, on est plutôt sur 12%. D'accord? C'est-à-dire que le niveau de concentration de l'extrême richesse, c'est à peu près 3 fois plus élevé que ce qui avait été observé au sommet du Gilded Age américain du début du XXe siècle. Et alors pourquoi est-ce que c'est un problème? Mais c'est un problème fondamentalement parce que le patrimoine, pour la plupart des gens, c'est une bonne chose. Pour les classes populaires, les classes moyennes. Bon, les classes moyennes, c'est une épargne pour ses vieux jours, c'est une protection contre les aléas de l'existence. On aimerait encourager l'accumulation de patrimoine. On aimerait que les classes populaires aient accès au patrimoine. Les classes populaires en sont encore très largement, quasiment intégralement exclues aujourd'hui. Mais pour les ultra-riches, évidemment, la richesse, c'est autre chose. Ce n'est pas un petit bas de laine pour sa retraite. Ce n'est pas pour ça que les milliardaires accumulent des milliards. L'extrême richesse est toujours un extrême pouvoir. C'est le pouvoir d'influencer l'idéologie dominante en achetant des journaux, des médias. C'est le pouvoir d'influencer les politiques publiques. C'est le pouvoir d'influencer les processus électoraux. C'est le pouvoir d'influencer les marchés en rachetant des concurrents, etc., etc. Il y a une tension fondamentale dans les sociétés démocratiques
entre l'extrême richesse, l'existence de l'extrême richesse d'un côté et la possibilité même d'une démocratie. Tension qui a été comprise et analysée par tous les penseurs de la démocratie depuis Aristote jusqu'à aujourd'hui. Tension fondamentale. L'extrême richesse, c'est toujours, au moins potentiellement, un extrême pouvoir qui peut venir corrompre la possibilité même d'une d'une économie équilibrée et d'un bon fonctionnement démocratique. Et on l'avait oublié, bien qu'on en parle depuis des millénaires, bien que les philosophes en parlent et les penseurs de la démocratie en parlent depuis des millénaires. Cette tension fondamentale, on l'avait un petit peu oubliée aux États-Unis, en Europe beaucoup, dans les décennies d'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'extrême richesse avait de fait quasiment disparu. C'était le cas aussi aux États-Unis. Et on redécouvre aujourd'hui, et on redécouvre avec ce qui se passe aux États-Unis depuis quelques années, l'importance de cette tension et les dangers de l'extrême richesse pour nos démocraties. Il va s'agir, je pense, du combat fondamental, en tout cas l'un des combats les plus importants au XXIe siècle, ce combat entre la démocratie et l'oligarchie. Et le sens, in fine, de la proposition que j'ai essayé de formuler, c'est plus généralement, il me semble qu'il faut inventer des nouvelles institutions, des nouvelles règles, des nouvelles politiques publiques qui vont pouvoir permettre à la démocratie de se protéger et la démocratie de l'emporter. Je suis parfaitement convaincu et très confiant dans le fait que les forces démocratiques vont l'emporter. Elles l'ont emporté par le passé, elles l'emporteront à l'avenir, mais ça va demander de faire un effort de créativité. Il va falloir inventer des choses. On voit très bien que la situation est différente aujourd'hui de ce qu'elle avait pu être il y a un siècle. On voit très bien les fortunes qui sont en train de s'accumuler avec l'intelligence artificielle, entre autres. Donc, il va falloir innover. L'impôt plancher de 2%, il s'inscrit dans, très très humblement, hein, modestement, il ne va pas du tout résoudre ce problème de dérive oligarchique, mais il fait partie de cet horizon d'idées auxquelles il faut qu'on réfléchisse collectivement, d'institutions, de politiques à inventer pour permettre aux forces démocratiques de l'emporter. Moi, personnellement, j'ai aucun doute qu'on va y arriver. Je crois profondément au pouvoir des idées et je crois profondément aux forces de la démocratie. Merci beaucoup. Avec Arthur, pour structurer un peu cet échange, on vous propose de scinder cette discussion en deux parties, avec d'abord une approche positive et ensuite une approche normative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Durant la première partie, je vous invite à poser toutes vos questions qui ont trait aux faits qu'aura présenté Gabriel, aux méthodes et aux données. Et ensuite, une fois qu'on aura bien éclairci et bien approfondi ces différents faits, on pourra vraiment aborder les questions un petit peu plus normatives, en particulier les implications en termes de politique publique, de réformes envisageables et même de choix de société. Ok, alors si vous êtes prêts, on peut commencer à prendre des questions dans le public. Alors, et on a Joy normalement qui doit être ici. On a 3 personnes. Augustin, oui. Tu peux. Fonctionne? Oui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une série de 2-3 questions à chaque fois. Donc vas-y, je t'en prie. Bonsoir. J'avais une question sur, justement les données. Est-ce que vous pensez que, enfin, même si on met en place une taxe de 2, ça sera réellement les ultra riches qui vont payer cette taxe et pas qu'ils ont le pouvoir justement de, enfin, entre qui paye la taxe et qui supporte le poids de la taxe, il y a une différence et pas qu'ils vont justement le redistribuer aux classes, inférieures ou justement aux autres déciles? Merci. Alors, c'est une très bonne question. C'est une question ce que les économistes appellent de l'incidence fiscale, c'est-à-dire qui paye véritablement l'impôt. Par exemple, si on taxe les entreprises multinationales, on pourrait penser que c'est
c'est les propriétaires de ces entreprises, les actionnaires qui vont payer l'impôt. Et donc, comme la détention d'actions est assez concentrée, on pourrait se dire l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt relativement progressif. Sauf que les entreprises, elles peuvent s'adapter. Elles peuvent, par exemple, dire ok, si vous nous taxez, on va réduire les salaires, ou alors on va vendre nos produits plus chers, ou alors on va moins investir, ce qui à terme va conduire à des salaires plus faibles. Et donc, l'incidence de l'impôt sur les sociétés, c'est un sujet compliqué, mais c'est possible qu'une partie de l'impôt sur les sociétés, en termes économiques, soit payée en fait plutôt par les travailleurs ou les consommateurs, et pas seulement les actionnaires. Et c'est pour ça que ce qu'on peut faire avec l'impôt sur les sociétés, en particulier le taux minimum de 15% sur l'impôt sur les sociétés, c'est insuffisant et c'est un outil trop grossier, l'impôt sur les sociétés, pour venir corriger l'anomalie dont j'ai parlé. Là, quand il y a un impôt qui est sur les personnes physiques, parce qu'il ne s'agit pas de taxer les entreprises, il s'agit de taxer les personnes physiques qui individuellement possèdent plus de 100 millions d'euros de patrimoine, l'incidence va être sur ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de penser que ça puisse être facilement répercuté sur d'autres acteurs économiques. Parce qu'on ne taxe pas les entreprises, on taxe les personnes elles-mêmes. Et voilà, c'est neutre sur les décisions d'investissement des entreprises ou leurs décisions de fixation des prix, etc., etc. Merci pour la démonstration qui est brillante, structurée, illustrée. J'ai raté une étape par rapport à l'ISF. Pourquoi ne pas simplement réintégrer le patrimoine professionnel dans l'assiette de l'ISF? Je suis pas sûr qu'on respecte totalement l'ordre souhaité par Jonathan, mais je vais quand même répondre à toutes ces questions parce que c'est le cœur du sujet. Euh, euh, Pourquoi ne pas réintégrer les biens professionnels dans l'assiette de l'ISF? Alors, bien sûr, euh, comment dire? Euh, la façon dont je vois les choses, c'est la façon suivante. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans mon travail de chercheur avec beaucoup d'autres personnes à essayer d'analyser l'expérience historique internationale en matière d'imposition des grandes fortunes, ISF ou impôt équivalent au Danemark, etc., etc. La conclusion d'ensemble de ce travail, en tout cas celle que je me suis forgée, c'est que ces impôts ne fonctionnaient pas, fonctionnaient très mal. Et en fait, de mon point de vue, il s'agit d'un des échecs en matière de politique fiscale, de politique économique les plus lourds des dernières décennies. Le fait, par exemple, que les milliardaires français ne payent quasiment pas d'ISF pour un impôt présenté initialement comme un impôt sur les grandes fortunes, il y a quelque chose quand même de profondément choquant et problématique. Bon, à partir de là, on peut regarder cette expérience de deux façons. On peut dire on a essayé de taxer les grandes fortunes, ça n'a pas marché, donc ça ne fonctionnera jamais, circuler, il n'y a rien à voir. Nous, ce qu'on a essayé de faire, la communauté des chercheurs sur ce sujet, c'est de réfléchir aux problèmes qui se posaient et de voir s'il n'y avait pas des solutions qu'on pourrait apporter à ces problèmes. Une approche un peu plus constructive, a priori. Et il se trouve que, oui, il y a des solutions aux différents problèmes qui existaient, mais les solutions, les problèmes, si vous voulez, ce n'est pas juste l'exonération des biens professionnels. Il y a une assez longue liste de problèmes. Je vais essayer de résumer. Il y a 3 problèmes principaux. Et la solution à ces 3 problèmes principaux, grosso modo, c'est l'impôt plancher de 2%. En tout cas, c'est l'impôt plancher de 2% qui pourrait servir de base à une imposition refondée des très grandes fortunes. Donc, quels étaient les 3 problèmes? Il y avait le fait qu'il y avait tout un tas d'exonérations, effectivement, pour certaines catégories de patrimoine, pour les biens professionnels, mais pas seulement, pour les œuvres d'art, pour d'autres types d'actifs. Ces exonérations elles-mêmes, d'où est-ce qu'elles venaient? En partie du fait que l'impôt de solidarité sur la fortune, comme les autres ISF européens, commençait à peu près 1 million d'euros de patrimoine, ce qui est un niveau de patrimoine élevé, bien sûr, c'est à peu près les 2% ou les 1% les plus riches. Mais à ce niveau-là,
la fortune, c'est pour l'essentiel en tout cas, c'est beaucoup de l'immobilier et donc l'ISF, c'est comme une super taxe foncière et les personnes concernées pouvaient dire: «Voilà, ça pose des problèmes de liquidité parce qu'on n'a pas forcément l'argent pour pouvoir payer l'ISF». Bon, le fameux exemple du retraité de l'île de Ré, même si ces cas en pratique sont assez rares, ils ont été utilisés avec succès pour, en gros, obtenir des exonérations qui, in fine, ont bénéficié aux très, très grandes fortunes. Donc il y avait ce problème-là, mais enfin, il y en avait quand même 2 autres. Il y avait le problème que ces impôts ne s'accompagnaient d'aucun dispositif pour lutter contre l'exil fiscal. Et j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais on va en parler dans les questions. Et ça, c'est vraiment fondamental. D'accord. C'est-à-dire, si on taxe les grandes fortunes, mais que ça ne s'accompagne pas d'un effort pour lutter contre l'exil fiscal, bah, on prend le risque de se tirer une balle dans le pied, quoi. Si on peut échapper à l'impôt, si c'est aussi simple que de transférer sa résidence fiscale en Belgique ou en Suisse, là, c'est quand même un gros problème. Troisièmement, il y avait le fait que ces impôts sur la fortune étaient quand même archaïques dans leur fonctionnement. En particulier, étaient fondés sur non pas sur des déclarations pré-remplies, comme peut l'être l'impôt sur le revenu, mais sur l'autodéclaration. Et dans un contexte d'opacité financière très forte, où il n'y avait pas d'échange d'informations entre les pays étrangers, en particulier les banques suisses et l'administration fiscale française. Donc c'était très facile de frauder, pour le coup, en minorant son patrimoine ou en oubliant des formes de patrimoine. Et de fait, les recherches ont montré qu'il y avait des dissimulations de patrimoine très importantes dans les paradis fiscaux. Bon, tous ces problèmes ont des solutions. Le problème numéro un des niches fiscales, bah, il faut créer un impôt sans niche, c'est le principe du plancher incompressible. Si on commence très haut dans l'échelle des patrimoines, c'est plus facile à faire. Parce que tout le monde comprend qu'au-delà de 100 millions d'euros, mais ça pourrait être 50 millions, ça pourrait être 20 millions, ça pourrait être 10 millions, qu'au-delà, dans ces niveaux de fortune extrêmement élevés, les contribuables concernés ont une forte capacité contributive. D'accord. Donc il n'y a pas besoin de donner quelque exonération que ce soit. Quant à l'exil fiscal, on peut le combattre, je suis sûr qu'on va y revenir, en créant un bouclier anti-exil fiscal, en venant soumettre d'éventuels exilés fiscaux à l'impôt plancher après un éventuel départ. Et pour ce qui est du troisième problème, de l'archaïsme de ces ISF, bah, il faut refonder l'imposition sur la fortune en faisant un peu ce qu'on fait pour l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que l'administration devrait envoyer une déclaration pré-remplie aux contribuables concernés, en disant voilà, on a collecté plein d'informations de la part des banques françaises, étrangères, etc. On a valorisé votre patrimoine, donc on estime que votre richesse est 1 milliard d'euros, et donc vous allez être imposé sur le montant de cette fortune-là. Très différent de ce que faisait l'ISF, qui était entièrement auto-déclaré. On doit avoir 3 micros. Oui. Okay. Mais attendez, juste merci. avant, on doit avoir 2 autres personnes qui ont des micros aussi. Et peut-être qu'on peut, chacun votre tour, vous pouvez poser votre question OK. avant que Gabriel réponde. Si ça va, je vais faire la question en anglais, s'il vous plaît. Après, vous pouvez. I just wanted to know, as a foreign journalist, I was shocked at the reaction in the French media in general, especially in print media, to your proposal to tax 2%. It was very aggressive, very nasty. There were headlines like, the French people hate the rich and things like that. Did you expect that before it became public? And the second part, have you been able to convince any of the big fortunes that they should actually pay 2%? Have you met anybody who's willing to do that? Thank you. Can I answer in French? Oui. It's okay. Je vais. J'ai une question un peu similaire parce qu'en fait, quand vous avez dit: «On a donc fait cette grande étude et on s'est aperçu que c'était général», c'est-à-dire que toutes les systèmes de taxation ne prenaient pas en compte les grandes fortunes et que donc c'était un problème global. Mais il n'y a pas au moins un pays dans le monde, qui a une taxation, plus juste? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une inspiration et où, depuis que vous avez, mené ces travaux, est-ce qu'il n'y a pas certains pays qui ont dit: «Bah, vas-y, on va le faire. Nous, la France, on l'a pas encore fait», mais parce que je trouve que c'est quand même assez désespérant, voilà. Bonsoir, merci d'être ici. Et je me posais une question sur comment dire, l'efficacité allocative un peu des distributions de revenus. Parce qu'on pourrait se dire quand même que, bah, certes, c'est peut-être inadmissible d'un point de vue moral d'avoir des milliardaires qui payent 0 d'impôts,
Mais est-ce que finalement, avec cette distribution de l'effort de l'impôt, on pourrait pas se dire, au final, le gâteau, il est plus grand, donc tout le monde est gagnant? J'essaie de me faire l'avocat du diable, mais voilà. Bien essayé. Non, c'est une très bonne question. Donc c'est la question fondamentale effectivement hem, des effets économiques que pourrait avoir, mettons, cet impôt plancher de 2. Est-ce que finalement, c'est pas c'est ça est-ce que ça bénéficierait à la société dans son ensemble? Ou est-ce que en fait, ce qui est idéal du point de vue social, c'est de laisser les milliardaires payer zéro? Il faut poser cette question, enfin je veux dire, il faut y réfléchir, bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on peut y réfléchir? Bah, premièrement, si on regarde la population des contribuables concernés, à peu près 1 800 foyers fiscaux qui ont plus de 100 millions d'euros. Leur patrimoine, il a augmenté de 10 par an en moyenne au cours des 4 dernières décennies. Si cette tendance se poursuit et qu'il y avait un impôt plancher de 2 ça veut dire qu'il augmenterait de 8 par an. Donc, est-ce que le fait que sa fortune croisse de 8 ou de 10 va changer quoi que ce soit au comportement des personnes concernées? Est-ce qu'elles vont se mettre à moins travailler, ou quoi qu'elles fassent, moins innover, moins investir? Bon, il y a aucun élément scientifique, rigoureux, qui viendrait attester cette hypothèse. Ça ne semble pas très crédible. 8 par an, ça reste un enrichissement absolument considérable. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on pourrait dire, non, mais quid des personnes qui sont pas concernées encore par cet impôt plancher, mais qui pourraient l'être à l'avenir? Est-ce que ça va pas les démotiver? Alors moi, ça a été rappelé, j'ai vécu longtemps à Berkeley, dans la baie de San Francisco, en Californie. J'ai enseigné à des milliers d'étudiants qui ensuite ont été travailler dans la tech, qui ont créé leur start-up, etc., etc. Et alors vraiment, pas une fois, j'ai vu quelqu'un venir me voir et me dire: «Écoutez, professeur, moi j'ai une super idée pour me lancer dans l'IA, et cetera, mais ce qui me fait peur, ce qui me fait vraiment peur, c'est vos projets fiscaux». Parce que j'en ai porté aux États-Unis. J'ai travaillé avec Bernie Sanders en particulier sur des projets de réforme fiscale, de taxation sur les milliardaires. Ça me fait très peur, et la perspective de devoir payer un petit peu d'impôts une fois que je serai centimillionnaire ou milliardaire me décourage. Et j'envisage donc un exil fiscal préemptif à Singapour, ou alors même carrément de changement de carrière. Finalement, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Voilà, je vais faire autre chose. Bon, tout le monde rigole parce qu'on comprend que, évidemment, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout parce que ce qui compte dans les décisions d'entrepreneuriat quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est évidemment pas le montant d'impôt qu'on aurait à payer dans le cas extrêmement improbable. Vous avez un succès tel que votre fortune va dépasser les 100 millions d'euros, mais c'est 1000 autres choses qui comptent avant ça. C'est les qualifications des personnes que vous pouvez recruter, c'est l'accès à un marché solvable, c'est la qualité des infrastructures publiques, c'est certaines régulations sur le marché du travail, etc. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir non plus de ce côté-là. En revanche, je pense qu'avec les 20 milliards d'euros à peu près qu'on peut récupérer de l'ordre de 0,7 points de PIB de l'impôt plancher en France, avec ces 20 milliards d'euros, on pourrait et on devrait investir dans ce qui a constitué historiquement le moteur de la croissance économique, de notre prospérité collective, c'est-à-dire l'éducation, et en particulier l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc que l'effet net de cette réforme, ça ne va pas décourager les milliardaires, ça ne va pas décourager les aspirants milliardaires, mais ça va nous permettre d'investir, et surtout et d'abord d'annuler, de revenir sur le désinvestissement massif qui a eu lieu depuis 15 ans dans nos universités, dans notre recherche. Parce qu'il faut rappeler le chiffre. Entre 2012 et 2024, la dépense publique d'enseignement supérieur et de recherche en France par étudiant, ajustée de l'inflation, a baissé de 25%. Ça, c'est dramatique. Ça vient
euh, obérer nos perspectives de croissance, d'innovation, d'attractivité future. Et donc la priorité numéro 1, c'est de revenir sur ça, et non seulement de revenir sur ça, mais d'investir plus qu'en 2012 dans nos universités, dans notre enseignement supérieur. Et avec ces 20 milliards d'euros, bah, c'est autant d'argent qui pourrait aller là-dedans. Alors, c'était une réponse un peu longue, je vais essayer d'être un peu plus bref sur les 2 autres questions. Sur la première question, sur la nature des attaques, première chose, c'est une bonne chose que les milliardaires soient mécontents, qu'ils attaquent la proposition. C'est bon signe. Ça veut dire que c'est quelque chose qui les affecterait, qui les concernerait. Et j'aurais été très inquiet s'ils étaient restés silencieux. Je me serais dit, oh là là, j'ai raté ma cible, il y a quelque chose auquel j'ai pas pensé, ils vont réussir à s'en tirer. Et non, là, le fait qu'ils soient mobilisés comme ça veut dire, ok, oui, si ça passait, effectivement, il n'y aurait pas d'échappatoire. Et donc, bon, ils ne l'aiment pas, ils ont de bonnes raisons de ne pas l'aimer, c'est très confortable de ne pas payer d'impôts. Et donc, c'est une très bonne chose. Bon, ensuite, le fait, ça c'est l'aspect positif. Il y a quand même un aspect négatif, effectivement, qui est l'écart considérable entre le soutien populaire, démocratique pour cette mesure modeste, parce que c'est à peu près 86% des Français qui sont en faveur. Il y a un sondage de l'IFOP qui a trouvé ça, y compris une majorité écrasante dans toutes les sensibilités politiques, de gauche, de droite, même au sein des électeurs du Rassemblement national. Il n'y a pas de sujet de politique économique et fiscale, de politique économique et sociale, où il y a un soutien plus massif et surtout un écart plus important entre le soutien populaire et ensuite les votes au Parlement, vote de la représentation nationale. Là, il y a vraiment un écart béant. Le Sénat a rejeté en juin la proposition d'impôt plancher, et ensuite l'Assemblée nationale, dans un front uni qui allait des partis centristes jusqu'au Rassemblement national, là, a voté contre en octobre. Et là, ce gouffre béant, c'est vrai que c'est quand même difficile de l'interpréter différemment que comme une manifestation de l'emprise des milliardaires sur la vie économique et sur la vie démocratique du pays. Et vous savez, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Financial Times, pas un journal communisant, hein, la Bible du libéralisme anglo-saxon, qui avait écrit en octobre, ce qu'on ne peut plus lire dans la presse économique française, à savoir que la France se caractérise plus que tout autre pays d'Europe occidentale par l'emprise des milliardaires sur la vie démocratique, et en particulier sur le débat d'idées, qui constitue le cœur de la vie démocratique d'un pays. C'est 80% de la presse privée en France qui est détenue par quelques milliardaires. Donc là, effectivement, il y a quelque chose de préoccupant. Mais j'insiste sur le fait que le sens de mon propos, c'est pas de dire, oh là là, on est complètement coincé dans une trappe oligarchique, et pas du tout. C'est tout ça, à mon avis, c'est juste une question de temps. C'est-à-dire que ces réactions peuvent bloquer la mesure, peuvent la reporter, mais il s'est passé exactement la même chose au moment du vote de l'impôt sur le revenu au début du XXe siècle. C'était des batailles homériques, ça a mis longtemps. Les grandes fortunes de l'époque s'étaient mobilisées avec les mêmes arguments d'ailleurs que ceux qu'on peut imaginer aujourd'hui, entendre aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, ça allait tuer l'esprit d'entrepreneuriat, ça allait affaiblir la France dans la grande concurrence internationale. Et l'impôt sur le revenu, il a été adopté par la Chambre des députés en 1909, après des années de débat, puis il a été bloqué encore pendant 5 ans par le Sénat jusqu'en 1914. Mais bon, finalement, il a vu le jour, et je pense qu'il se produira la même chose pour l'impôt plancher. Bon, j'espère que ça ne va pas mettre 5 ans, 10 ans. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment se le permettre. Oui, est-ce qu'il y a un pays qui fait mieux que les autres? Non. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a découvert, c'est l'impôt sur le revenu, il a cette faille inhérente. C'est que les milliardaires n'y sont toujours pas rentrés dans cet impôt sur le revenu. Et donc, c'est la même chose pour tous les pays. Et il n'y a aucun pays qui a eu un impôt sur la fortune qui taxe véritablement les milliardaires. La France avait ses biens professionnels, mais en fait, dans tous les autres pays, il y avait des mécanismes pas très différents. Bon, la France était quand même particulièrement extrême. C'est-à-dire que l'idée de sortir
toutes les grosses détentions actionnariales de l'assiette de l'ISF. C'était quand même, dans d'autres pays, en général, ces exonérations sont plus limitées. Et donc, si vous regardez la Suisse, si vous regardez la Norvège, ils font un tout petit peu mieux que la France aujourd'hui, mais pas non plus, mais c'est loin d'être satisfaisant. On va peut-être prendre une dernière question sur la partie normative de l'échange, puis on pourra passer ensuite à la seconde partie. Bonjour. Alors moi, pour le coup, je suis communiste, je suis militante à Lutte ouvrière et je voulais dire déjà que ce qui m'a marqué dans la conférence, c'est que, effectivement, il y a un paquet de fric dans la société. Enfin, juste le graphique qu'on a sous les yeux et je pense qu'on est nombreux dans la salle à avoir des milliards de bonnes idées, de qu'est-ce qu'on pourrait en faire pour améliorer le sort des gens ici ou ailleurs dans le monde. Mais par contre, moi, ce que je pense, c'est que, s'accrocher à la solution de la taxe, c'est quand même faire croire qu'on pourrait, trouver une solution, harmonieuse, égalitaire, dans un monde où il y a des exploiteurs et des exploités. Parce que moi, les ultra riches, je les appelle, oui, les exploiteurs, parce que tout leur argent, il y a pas un seul centime là de ce qu'on voit sur le graphique, qui est pas issu de l'exploitation de milliers de gens, que ce soit dans les plantations de bananes ou dans les usines, de voitures. Voilà, donc pour moi, aucune loi, aucune taxe a jamais empêché, les capitalistes de détruire la planète, de détruire la vie humaine et même aujourd'hui, on le voit, en fait, la misère, elle a jamais été autant explosée et voilà, ils nous emmènent vers la troisième guerre mondiale quand même, que ce soit au Moyen-Orient, en Ukraine ou au Groenland bientôt. Voilà, moi je pense que tant qu'ils auront les manettes de la société, on aura la guerre, on aura toutes ces catastrophes et la seule manière que ce soit autrement, ce serait que les milliers de gens qui produisent ces richesses elles en décident Excusez-moi, collectivement. est-ce que vous pouvez juste poser votre question? C'est La super, mais question, c'est plutôt pour ouvrir le débat, c'est pas voilà, c'est qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, vous posez une très bonne question et bien sûr que j'ai insisté sur le caractère très, modeste, limité, ciblé, minimaliste de la proposition. Heu, j'ai passé beaucoup de temps à m'expliquer l'origine et donc par construction, c'est pas une proposition de transformation sociale, de révolution économique et sociale, clairement. Par ailleurs, j'insiste sur le fait que je pense qu'elle vient quand même, heu heu résoudre une question précise. C'est pas tous les problèmes que vous avez soulevés qui sont réels et sur lesquels il faut qu'on progresse, mais un problème, elle vient résoudre un problème, une anomalie précise qu'il ne faut pas minimiser, qui est cette violation de notre principe d'égalité devant l'impôt. C'est important, l'égalité devant la loi, l'égalité devant l'impôt. D'accord? Et donc, ce que les recherches ont montré, c'est que ce principe était bafoué et voilà une solution, on peut en imaginer d'autres, à ce problème. Ça ne va pas résoudre la question, et j'aurais peut-être dû plus insister là-dessus, ça ne va pas résoudre le problème de l'explosion des inégalités de fortune. Je vais être très clair là-dessus. Il faut que tout le monde comprenne l'arithmétique. Le patrimoine des milliardaires, je l'ai rappelé, a augmenté de 10% par an en moyenne depuis 4 décennies. Celui du français moyen de 4% par an. Et donc vous voyez qu'avec un impôt de 2%, le patrimoine des milliardaires augmentera encore 2 fois plus vite que celui du français moyen. C'est-à-dire qu'avec l'impôt plancher de 2%, c'est pas qu'on vient stabiliser la concentration des richesses, c'est pas la plus forte raison qu'on vient faire baisser la concentration des fortunes, c'est juste ça viendrait réduire un tout petit peu le rythme d'augmentation des inégalités, le rythme d'augmentation de la concentration des richesses. Si on veut ne serait-ce que stabiliser la concentration des patrimoines, la part du patrimoine total possédé par les milliardaires, il faudrait un taux de à peu près 6%, d'accord, pour que l'augmentation de leur patrimoine baisse de 10% à 4%, qui est le taux de croissance du patrimoine du français moyen. Moi, j'avais travaillé avec Bernie Sanders en 2019-2020 sur ces projets de réforme fiscale, et lui, il proposait un ISF modernisé qui irait jusqu'à des taux de 8% sur les patrimoines de plus de 10 milliards de dollars. Ça ferait baisser les inégalités de fortune à terme. On pourrait aller plus loin, on pourrait dire qu'il faudrait un patrimoine, une fortune maximale, légale, c'est-à-dire un taux de 100% au-delà d'un certain niveau de fortune. De la même façon que certains pays, comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, ont eu quasiment un revenu maximal légal au milieu du XXe siècle, avec des taux marginaux d'imposition de près de 100% sur les plus hauts revenus.
Et la raison pour laquelle je raconte tout ça, c'est pour répondre au fond de votre question qui est qu'est-ce qu'on peut attendre de l'impôt? Et c'est là où je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. C'est là où je pense que vous sous-estimez le pouvoir de l'impôt. Selon que le taux est de 0% ou de 100%, vous comprenez que c'est deux sociétés qui sont absolument radicalement différentes. Et vous savez, les grandes fortunes et les hauts revenus, ils l'ont très très bien compris depuis des décennies. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup investi la question fiscale, là où les mouvements de gauche, soit syndicaux, politiques, ont beaucoup moins investi la question fiscale, ont misé sur d'autres formes de transformation de la société. Et à mon avis, ont minoré l'importance de l'outil fiscal. Hein, vous comprenez qu'avec un taux de 100%, au-delà d'un certain niveau de revenu, au-delà d'un certain niveau de patrimoine, on vient dire, bon, bah voilà, il y a un revenu maximal, il y a un patrimoine maximal. C'est une société qui est radicalement différente d'une société qui était celle d'il y a un siècle ou plus d'un siècle, où il n'y avait quasiment pas d'impôt progressif. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir transformateur de l'impôt progressif. Oui, bonsoir. Alors, moi je reviens, c'est une question sur la première partie, enfin sur, vos recherches et vos chiffres, donc qui ont été donnés, si j'ai bien compris, par l'INSEE, enfin les premiers. Et en fait, moi je me demande si les finances publiques avaient pas ces chiffres, et si en l'occurrence, cet impôt-là, qui tombe à zéro, pour les plus riches, est-ce que, c'était connu des finances publiques ou pas? Et est-ce que vous avez pu travailler avec des données des finances publiques, en France, en tous les cas? Merci. Alors, donc il y a des chiffres officiels de l'INSEE depuis 2019 sur les taux de prélèvement obligatoires des différentes catégories sociales, mais à l'exception des ultra riches, qui ne sont pas encore entrés dans la statistique publique. Hein, donc il n'y a pas de chiffre de l'INSEE sur les milliardaires, les centimillionnaires. Ça n'existe pas. C'est ce point aveugle-là, cette zone d'ombre, à laquelle s'est attaqué mes collègues de l'Institut des politiques publiques qui ont travaillé en partenariat avec l'administration fiscale pour établir le montant d'impôt payé par les milliardaires, par les ultra-riches. Donc c'est de cette étude que viennent les chiffres de 25% pour les milliardaires. Ce travail n'avait jamais été fait avant par l'administration fiscale ou par qui que ce soit, d'autre. C'est un énorme progrès dans la connaissance, dans l'objectivation de la réalité sociale. Écoutez, je vous remercie beaucoup. C'était la dernière question de cet échange avec Gabriel Zucman. Merci beaucoup.